Il faut partir du procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg est, beaucoup l'ont dit, le tribunal des vainqueurs. Le tribunal des vainqueurs va juger des criminels de guerre incontestables. Mais pas tous d'abord, puisque parmi les vainqueurs, il y a des criminels qui sont les soviétiques et qui ne seront pas jugés. Et donc il y a l'imputation de crimes contre l'humanité qui deviennent imprescriptibles, et par là, le vainqueur s'arroge le droit de décider qui est criminel et qui ne l'est pas. Et là où ça devient extrêmement choquant, c'est que parmi ceux dont les Alliés ont décidé qu'ils n'étaient pas criminels, vous trouvez sans doute les pires criminels, puisqu'ils étaient à l'origine des plans génocidaires les plus élaborés du Troisième Reich. Il y a à Nuremberg 2 ou 3 séquences absolument d'anthologie qu'on voit assez peu, qu'on voit même jamais dans les documentaires sur la question. C'est d'abord la comparution de Speer, qui passe extrêmement vite du statut d'accusé à celui de témoin. Il y a ensuite la comparution de Schellenberg, qui est statutairement le numéro 3 de la SS, en réalité le numéro 2, qui est l'homme qui a élaboré le statut juridique de l'extermination des Slaves. Il y a aussi, dans ce procès tellement long, on s'est perdu dans les méandres de ce procès, des scènes stupéfiantes, où l'on voit le procureur général Jackson demander à Speer si vraiment il était responsable. Et Speer répond « Je suis coupable, certes, mais pas responsable ». C'est l'inversion de la phrase bien connue « responsable mais pas coupable ». Je suis solidaire des crimes qui ont été commis, je les reconnais, mais j'ignorais qu'ils étaient commis, mais j'aurais dû le savoir. Et finalement, à partir de ce moment-là, il retourne complètement la dialectique du procès et il devient un témoin. Ça m'a donné l'idée d'étudier tout ce qui était parti de ce moment-là, c'est-à-dire la manière dont des criminels authentiques sont devenus d'abord des témoins et ensuite des auxiliaires. Quels étaient des auxiliaires des vainqueurs et particulièrement des anglo-saxons? Et ce sont des gens, pour la plupart, qu'on a retrouvés dans la guerre secrète que les États-Unis ont menée ensuite contre la France. Je pense notamment, alors lui n'a pas été accusé à Nuremberg parce qu'il n'était pas un criminel de guerre, mais il était néanmoins un complice très actif du Troisième Reich. C'était le chancelier Giesinger, qui est devenu le bras séculier des Américains quand il a été au pouvoir dans les années 60, pour le dire très clairement, parce qu'il a été tenu par eux. Donc je suis parti du sort qui a été fait à certains à Nuremberg, un sort particulièrement clément, puisque certains, comme Hjalmar Schacht, a été acquitté, d'autres, comme Speer, ont été certes condamnés, mais ensuite ont embrassé une carrière internationale d'auteurs, d'écrivains, de témoins absolument stupéfiante. Et voilà, c'était pour moi un grand mystère que j'ai essayé d'éclaircir. Et donc, comprendre pourquoi des gens qui avaient été décideurs au plus haut niveau avaient été ou acquittés, ou en tout cas assez peu condamnés, alors que leurs exécutants, ceux qui mettaient en œuvre leurs directives, étaient fusillés, ou pendus en l'occurrence. On ne va pas les plaindre, certes, ils le méritaient 100 fois, mais ceux qui les animaient, ceux qui tiraient les ficelles, ceux qui écrivaient la musique, auraient dû l'être 10 fois plus. Alors, moi, je pense que le premier, le plus emblématique, alors je parlais de Speer, on y reviendra peut-être, mais le plus emblématique, c'est le général Heusinger. Le général Heusinger est le chef de la planification de la Wehrmacht. C'est l'homme qui voit le plus souvent Adolf Hitler pendant les années de guerre, en tout cas entre 1940 et 1944. Le général Heusinger prépare la campagne de France, la campagne à l'ouest contre la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et la France. Il prépare l'invasion de l'Angleterre, qui n'a pas lieu, mais surtout il prépare Barbarossa. Or, quand vous lisez les bons historiens, et je pense notamment au meilleur d'entre eux sur la question qui est Jean Lopez, vous vous apercevez que Barbarossa est en soi une entreprise génocidaire. Pourquoi ? Parce que pour aller très vite, pour conquérir des milliers de kilomètres en quelques mois, il faut évidemment sécuriser ses arrières. Et pour sécuriser ses arrières, il faut exterminer les populations gênantes.
Ces populations sont d'abord les partisans, mais aussi toute l'élite de ce qu'était la Russie soviétique. Parmi cette élite, il y a des médecins, des ingénieurs, des militaires, beaucoup de juifs, mais ils ne sont pas les seuls, et donc un grand nombre de populations qui sont ciblées. Ces populations vont être ciblées par quelqu'un qu'on va retrouver aussi par la suite, qui est le général Gehlen, qui était le chef du renseignement du front de l'Est. Gehlen et Heusinger vont travailler la main dans la main. Heusinger pour préparer la planification de Barbarossa, c'est-à-dire cette conquête tout à fait stupéfiante, très, très rare, hein, de l'histoire militaire de plusieurs milliers de kilomètres en quelques mois, grâce au travail de renseignement minutieusement mené par le général Gehlen. Vous allez retrouver le général Heusinger comme premier chef d'état-major de la Bundeswehr en 1956. Auparavant, il a travaillé pour les Américains comme historien de l'armée allemande. Il a été celui qui a expliqué aux historiens comment fonctionnait l'armée allemande, aux Américains, pardon, comment fonctionnait l'armée allemande, en expliquant qu'elle n'était absolument pas complice des atrocités qui avaient été commises, alors qu'il était payé pour savoir que non seulement elle y avait participé, mais il en était l'auteur lui-même. Le général Heusinger va ensuite devenir deuxième patron, militaire de l'OTAN en 1961. Et il aura comme adjoint d'anciens chefs de l'occupation en France. Le général Gehlen, de son côté, qui a donné toutes les mesures, enfin tous les renseignements concernant l'Union soviétique, des renseignements à la fois militaires, mais aussi économiques, sociologiques, géographiques, va lui devenir le premier patron des services secrets allemands. Qui vont porter une partie de son nom, c'est de lui dont il y a les réseaux Gehlen. Exactement. Les réseaux Gehlen qui vont travailler ensuite pour les Américains. D'ailleurs, on parlera d'abord de l'organisation Gehlen, et ensuite on parlera des services secrets allemands, mais à partir de 1956. Ces deux hommes n'ont pas fait un mois de prison. Ils ont été sous contrôle américain. Ils ont donné aux Américains, s'agissant de Gehlen, volontairement 50 caisses d'archives concernant tout ce qu'ils connaissaient sur l'Union soviétique, et ils ont donc payé non seulement leur vie, leur liberté, mais ils ont acheté leur promotion dans l'Allemagne d'après-guerre, et s'agissant de ces deux-là, en tout cas, dans la technostructure de l'Ouest, de l'OTAN. Bon, c'est assez énorme, c'est assez énorme. S'agissant d'Heusinger, c'est tout à fait intéressant parce que, en plus d'avoir été l'un des planificateurs de ce qu'on a appelé la Shoah par balle, notamment en Ukraine, où on a tué des centaines de milliers de juifs qu'on a mis dans des fosses, enfin bon, c'est une affaire assez connue, mais on ne sait pas qui l'a inventé. Il y a 3 hommes qui l'ont inventé. Enfin 2, c'est Heusinger et Schellenberg. Schellenberg numéro 2, enfin numéro 3 de la SS, mais en réalité numéro 2, car le vrai numéro 2, Kaltenbrunner, qui a succédé à Heydrich après son élimination en 1942, était quelqu'un absolument dépourvu d'intelligence, qui exécutait les ordres d'Himmler, mais le véritable numéro 2, c'était Schellenberg. Schellenberg est un maître espion. C'est un des personnages les plus fascinants, d'ailleurs, de la côté allemand de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il est celui qui a travaillé beaucoup sur à instrumentaliser le duc de Windsor et une partie de la gentry britannique. Il avait d'ailleurs pour mission de l'enlever, et si l'Angleterre avait été conquise, de le remettre sur le trône, hein, avec 50 millions de marques, de Reichsmark de l'époque sur un compte en Suisse. Il l'a raconté dans ses mémoires. Ça, ce ne sont même pas des documents déclassifiés. Schellenberg s'en est vanté dans ses mémoires. Personne ne l'a repris. Pratiquement jamais. Bon, il n'a pas fait que ça. C'est lui qui a organisé, sous les ordres d'Heydrich, en 1941, la soumission de la Wehrmacht à la SS.
C'est-à-dire que la Wehrmacht, quand elle arrive en Russie, a délégué à la SS le nettoyage et la sécurisation des arrières. Les Einsatzgruppen. Et à Nuremberg et dans les autres procès, car je vous rappelle qu'il n'y a pas qu'un procès de Nuremberg, il y en a à peu près 8. Il y a eu ce qu'on appelle le procès des ministres, le procès de la Wilhelmstrasse, le procès des médecins, le procès des fonctionnaires, etc. Bon. Eh bien, dans tous ces procès, notamment dans les procès concernant l'armée, les gens des Einsatzgruppen, les chefs des Einsatzgruppen ont comparu, la plupart ont été pendus. Pas Schellenberg, pas Heusinger. Bon. Et vous les retrouvez ensuite au plus haut poste, dans les années 60 et 70. Alors Schellenberg, non, parce qu'il meurt prématurément d'un cancer au bord du lac de Caume, ou du lac de Garde, je ne sais plus, je crois que c'est le lac de Garde, en 1950, après avoir été l'hôte personnel du patron des services secrets suisses, le général Masson, qu'il appelait affectueusement Shelly, n'est-ce pas ? Il a vu son enterrement payé par sa principale indicatrice de l'époque, Coco Chanel. Voilà. Il est passé absolument dans toutes les mailles du filet, alors que c'est un assassin patenté. C'est lui qui a notamment organisé la chute de l'amiral Canaris. Alors, l'amiral Canaris n'est pas quelqu'un de recommandable non plus. L'amiral Canaris était incontestablement anti-hitlérien, mais il était surtout très anti-français. Et l'Abwehr a un palmarès de résistants assassinés tout à fait considérable pendant la période 40-44. Bon, mais il se trouvait qu'il était anti-hitlérien. Mais il plaisait beaucoup aux Américains, justement parce qu'il était dans la perspective d'un changement de front qui a été très travaillé par tous les services secrets allemands, et notamment ceux de la SS pendant la guerre, dans la perspective d'un changement de front, c'est-à-dire il y avait une paix séparée en 1944, si l'attentat du 20 juillet avait réussi, il y aurait une paix séparée, et Américains et Allemands se seraient retournés contre les Soviétiques. C'est ça l'arrière-plan de l'attentat du 20 juillet. Il y a eu des gens certainement héroïques qui ont pris de grands risques, mais qui étaient anti-hitlériens depuis toujours. Mais pour la plupart, vous voulez sauver le nazisme de l'hitlérisme. Justement, vous voulez sauver le système nazi de la personne. Exactement. Et quand vous regardez les plans qui étaient dressés à l'époque, notamment à Berne, car tous ces gens-là étaient reçus pendant toute la guerre par Allen Dulles, qui était le patron de l'OSS, le patron du bureau de Berne de l'OSS, et il recevait Schellenberg, il recevait le prince de Hohenlohe, etc. Beaucoup de gens qui ont trempé dans l'attentat du 20 juillet, mais avec l'idée qu'en cas de paix séparée, c'est-à-dire si l'Allemagne faisait la paix avec les anglo-saxons, elle gardait l'Europe qu'elle avait conquise jusqu'en 1941, y compris l'Alsace-Lorraine. Elle évacuait le territoire français, certes, mais enfin, c'était pas... Voilà, il gardait l'Alsace-Lorraine, il gardait le territoire des Sudètes, enfin, disons, la grande Allemagne pacifique, conquise pacifiquement avant 1939. Voilà. Et peut-être une partie de la Pologne. Et on parlait de tout ça avec Allen Dulles, le chef de l'OSS, qui est devenu ensuite le deuxième patron de la CIA, jusqu'à ce que Kennedy s'en sépare en 1961. Donc voilà, j'ai voulu raconter la manière dont ces gens, non seulement ont été sauvés, mais ont été utilisés. Car le critère pour épargner les criminels de guerre, et pour les blanchir, on disait en Allemagne, passer au persil. À l'époque, parce que Persil, c'est une marque de lessive allemande, qui était la première marque pendant le Troisième Reich. Et donc, on disait, on les passe au persil. Et donc, on les passait au persil, c'était leur employabilité. Le critère, c'était ça. Alors, on ne pouvait pas employer Göring, on ne pouvait pas employer Kaltenbrunner, on ne pouvait pas employer tous ces gens-là qui étaient des brutes et des assassins emblématiques. Mais les autres, qui, finalement, étaient encore plus entrés dans le détail des massacres qu'un homme comme Göring, qui avait une responsabilité éminente, mais qui ne s'occupait pas du détail. Bien, ces gens-là ont été sauvés et promus. C'est l'histoire de ce livre. Alors, j'ai parlé de ces trois-là, mais je pense qu'il faut aussi réserver un sort particulier à Paulus. Paulus, le vaincu de Stalingrad,
capturé à Stalingrad, dans des conditions assez stupéfiantes, parce qu'il se rend, alors qu'il aurait pu se suicider. C'est d'ailleurs ce que souhaitait Hitler. Hitler lui a demandé, et Hitler l'a nommé maréchal le 28 ou le 29 janvier 1942, quelques jours avant la chute de Stalingrad, pensant qu'il allait se suicider. Manque de peau, il ne s'est pas suicidé. Il est passé du côté soviétique et il a fait de la propagande anti-nazie à la radio de Moscou. C'est très sympathique, sauf que en 1944, il est appelé comme témoin à Nuremberg par la partie soviétique, avec pour principale mission de ceux qu'il détenait comme prisonniers, une détention dans une datcha qui n'avait rien à voir avec les camps où étaient détenus les malheureux soldats de Stalingrad. Hein. Il était très bien traité. Et sa mission, elle est vraiment télécommandée par Staline, c'est d'imputer des responsabilités éminentes dans le déclenchement de la guerre aux Hongrois, aux Polonais, aux Bulgares, aux Roumains, c'est-à-dire aux gens qui ont été que l'armée rouge, à ce moment-là, venait de libérer, entre guillemets. Et c'est ce qu'il a fait. Et alors, bien sûr, on s'est intéressé à son CV. On lui dit, mais que faisiez-vous avant 1941 ? Et l'on découvre qu'il était au sein de l'OKH, l'Oberkommando des Heeres, c'est-à-dire exactement en dessous de l'OKW, il était l'alter ego de Heusinger. C'est-à-dire qu'il a eu aussi une responsabilité dans la préparation de Barbarossa. Il a été d'une soumission à Hitler absolument stupéfiante, jusqu'à ce qu'il change de camp. Et quand la 6e armée fait son avancée victorieuse vers Stalingrad, au moment de la 2e offensive d'été, au printemps et pendant l'été de 1942, ce qui se passe sur les arrières de la 6e armée, il le sait parfaitement, parce qu'il a succédé au général Reichenau, qui était son supérieur, qu'il avait formé, qui était l'un des militairement les plus nazis, les plus nationaux-socialistes, et qui a été aussi, lui, un des artisans de la Shoah par balle. Et donc, quand il meurt accidentellement, en réalité, il meurt d'une crise cardiaque, Reichenau, pendant l'hiver de 1941. Il était très sportif, il est chassé, et quelquefois il courait dans la neige, et par moins 40, c'est pas indiqué. Il est tombé raide mort. Et c'est Paulus, qui se faisait appeler von, d'ailleurs, mais qui n'était pas du tout issu de la caste prussienne, il lui succède. Et c'est lui qui poursuit le travail commencé par Heusinger et qui va arriver à Stalingrad. Hitler, à ce moment-là, et c'est sans doute là qu'il perd la guerre, lui demande de séparer ses armées et de partir vers notamment la Tchétchénie. Et évidemment, ça affaiblit le dispositif allemand. Et Paulus est tellement certain de gagner qu'il ne s'oppose même pas à Hitler à ce moment-là. Et triomphalement, il lui dit, en octobre 1942, fin octobre 1942, le drapeau allemand flotte sur Stalingrad, ce qui est vrai, il flotte sur une partie de la ville. Ensuite, il refuse une sortie, au moment où il est encerclé, pour ne pas désobéir à Hitler. Donc c'est à la fois un fanatique, un fonctionnaire. En plus, il a très mauvais état de service. Avant Stalingrad, avant la 6e armée, il n'a jamais commandé, même pas un bataillon. Donc c'est le type même du type qui obéit aveuglément et qui veut surtout devenir Feldmarschall. Et surtout, auquel on promet, et c'est évoqué à Nuremberg, mais en l'espace de 2 phrases, on lui promet la succession du général Halder, qui est le patron de l'OKH. Et pour ça, il est prêt absolument à tout. Bien. Donc, il passe du côté soviétique et il se fait un propagandiste de la vaillante armée rouge, etc. Mais en 1945, avec lui, il y a beaucoup de hobro-prussiens qui le suivent et qui pensent sincèrement ou pas que les soviétiques vont libérer l'Europe et qu'ensuite ils retrouveront une place. Il y a notamment le petit-fils de Bismarck. Et puis il y en a un qui est
plus militant que les autres encore, et qui, en 1944, s'aperçoit que les Soviétiques, loin de libérer les pays occupés, deviennent à leur tour des occupants. Et il va commencer à prendre ses distances, il ne veut plus parler à la radio de Moscou, il ne veut plus du tout... il dit aux Soviétiques, vous nous avez trompés, vous conduisez pire que nous. Et il va être déporté et fusillé. Le jour où Paulus dépose à Nuremberg, et Paulus n'a pas levé le petit doigt pour le sauver. C'est dire la qualité humaine du bonhomme. Il est remercié, puisque ensuite il va rejoindre l'Allemagne de l'Est, où il va devenir un des principaux conseillers de la Volksarmee, et il mourra en 1956, totalement lavé, en faisant des cours à l'école de guerre de Dresde, qui est en Allemagne de l'Est à l'époque, sur la tactique soviétique. C'est-à-dire qu'en plus, il était devenu un de ceux qui, indirectement, préparaient, s'il y en avait une éventuelle invasion de l'Europe de l'Ouest. Voilà, ça c'est. Il ne faut pas oublier Paulus, qui passe pour un héros, mais qui est un personnage psychologiquement assez faible et humainement assez dégoûtant, pour tout dire. Alors, je parlais du principal critère qui était l'employabilité. Le pire dans tout ça, c'est que les Américains n'ont pas eu grand mal à les recycler. Pour un Paulus qui, lui, a été ferré aux pattes à Stalingrad, tous les autres se sont rendus volontairement aux Américains. C'est pour ça qu'il y en a eu beaucoup plus du côté américain que du côté soviétique, parce qu'ils savaient que les soviétiques ne les épargneraient pas. Je vais répondre par un exemple. Il y a un quatrième dont je parle beaucoup, qui est Rudolf Diels. Alors Rudolf Diels, je dirais que dans l'échelle de l'assassinat, il est moins haut que les autres, parce que même s'il a été le premier chef de la Gestapo entre 1933 et 1934, parce qu'en 1934, il quitte la Gestapo pour des raisons internes, il était le protégé de Göring, et Hitler voulait faire plaisir à Himmler, qui a nommé Heydrich à sa place. Et donc, Rudolf Diels s'est trouvé ensuite dans l'administration nazie comme... il était président d'un Landsrat, il n'était même pas Gauleiter. Bon. Mais c'est l'homme qui a inventé la Gestapo. C'est lui qui a notamment inventé, au sens de quelqu'un qui trouve un trésor, van der Lubbe, l'incendiaire du Reichstag, qu'il a instrumentalisé, qui a fait peser la responsabilité sur les communistes, qui étaient absolument pour rien, parce que ce n'était pas du tout la stratégie des communistes à l'époque d'incendier le Reichstag, mais pas du tout. Ils ne voulaient pas de confrontation frontale avec les nazis. Alors, ils avaient un ennemi commun, c'était la social-démocratie allemande. Et les communistes pensaient qu'aux prochaines élections législatives, il n'y en a pas eu, justement à cause du Reichstag, ils pourraient devancer le parti nazi et éventuellement récupérer beaucoup de leurs propres troupes qui étaient passées du côté des nazis. Bref. Donc les communistes, on peut dire beaucoup de choses contre eux, mais ils ne sont pour rien dans cette affaire. Or, l'incendie du Reichstag, on sait que c'est l'instrument qui a permis à Hitler d'installer sa dictature, les pouvoirs spéciaux, ce qu'on a appelé la Gleichhaltung, la normalisation, n'est-ce pas ? Et mise au pas. Et donc, il a été l'homme qui a organisé tout ça. Tout ça. Oh, il doit avoir 3 ou 4 000 morts sur la conscience, c'est bien peu par rapport à d'autres. Mais enfin, il a eu un rôle absolument essentiel dans la mise en place de la dictature nationale-socialiste. Eh bien, en 1945, on va le chercher chez lui, on l'interroge, parce que c'est toujours la même procédure, il reste au secret, alors... il est débriefé par le renseignement militaire américain. Alors, quelquefois, quand c'est Schellenberg, c'est les Britanniques, parce que les Britanniques, pour la raison que j'ai dite, comme ils savaient beaucoup de choses sur l'implication de l'aristocratie britannique et de la famille royale, ils voulaient être débriefés eux-mêmes. Mais les autres, c'est essentiellement les Américains. Et il devient fonctionnaire du gouvernement, il touche une retraite, il devient fonctionnaire du gouvernement de la République fédérale à partir de 1948, et il meurt en 52 ou 53 d'un accident de chasse, qui en est un vraiment, il n'y a aucun assassinat derrière. Et puis, Gehlen, pareil, j'ai parlé de Gehlen, ces gens sont
Ils n'ont même pas besoin de faire leurs preuves, on va les chercher pour leur savoir-faire. Alors dans le cas de Galen, c'est parce qu'il a une connaissance stupéfiante, non seulement du système militaire, mais du système économique, social, soviétique. Un exemple, quand grâce à Galen, qui travaillait depuis très longtemps sur les structures de l'État soviétique, les Allemands se sont aperçus que les statistiques étaient fausses. Mais fausses à un point inimaginable. Certaines étaient surévaluées, d'autres sous-évaluées. Ils se sont aperçus, par exemple, qu'il n'y avait pas de routes, très peu de routes. Il y avait, je crois, de mémoire, 30 ou 40 000 kilomètres de routes. En réalité, il y en avait 6 000 ou 7 000 de routes carrossables. Que beaucoup de centrales électriques n'étaient pas du tout celles qu'on croyait. Bon. Mais en revanche, ils se sont aperçus que l'industrie d'armement était beaucoup plus avancée que ce qu'on disait. Donc il a fallu mettre aux normes toutes les connaissances qu'on avait sur la structure soviétique. Et Galen l'a fait. Vous imaginez l'importance que ça a pu avoir au moment de la guerre froide. Au moment de la guerre froide. C'était très très important. Donc ces gens, il n'y a pas eu de procédure, ils se sont rendus et on les a utilisés. Alors évidemment, il y a un exemple emblématique dont on parle beaucoup, c'est von Braun. Von Braun, on ne va pas l'accuser d'avoir créé les V2, il n'est pas plus responsable des V2 que Oppenheimer de la bombe atomique. Bon, il a fait ce qu'il pensait être son devoir. Le problème, c'est que, comme Speer, qui était ministre de la Production, on s'en fiche qu'il ait été l'architecte d'Hitler. Il était ministre de la Production, et il était à la tête d'une main-d'œuvre d'esclaves absolument colossale. Eh bien, von Braun, qui travaillait à la main dans la main avec Speer, ministre de la Production, qui s'occupait des armes spéciales, les Wunderwaffe, était à la tête du camp de Dora-Mittelsbau, qui faisait travailler des milliers, des dizaines de milliers de déportés juifs, mais aussi de prisonniers de guerre soviétiques, dans des conditions absolument atroces. Absolument atroces. Et il y a eu, bien après la guerre, des témoignages. Pourquoi sont-ils arrivés bien après la guerre ? Les témoignages contre von Braun, c'était extrêmement bizarre, sont arrivés dans la presse américaine après que Nixon ait mis fin aux fonctions de von Braun en 1972, quand il a quitté la NASA. Il n'était plus rien, il était plus utile, il était plus protégé. Après les premiers pas de l'homme sur la Lune et les 2 derniers vols Apollo, on n'a plus eu besoin de von Braun parce que d'abord la NASA était au top, grâce à lui entre autres, hein, et puis il n'y avait plus d'argent. Alors que le programme lunaire étant abandonné, on n'a plus eu besoin de von Braun. Et là, on ne l'a plus protégé, on a laissé parler des gens. Et les témoignages qui sont arrivés, quelques mois, quelques années maximum, avant la mort de von Braun en 1977, sont accablants. D'anciens prisonniers racontent qu'il arrivait à Dora, il enjambait des cadavres. Avec une parfaite indifférence, accompagné d'une femme, qui était peut-être sa femme d'ailleurs, on ne sait pas qui elle était, mais les témoins sont formels. Bon. Et c'est cet homme-là dont Walt Disney a fait un héros en 1955 dans un magnifique dessin animé. C'est un film d'animation très exactement. Von Braun présente les vols lunaires qui auront lieu 15 ans plus tard, etc. Bon. Dr. Werner von Braun, who is at present the chief of the Guided Missile Division of the Army's Rocket Center at Redstone Arsenal. He was also overall director of the development of the original V-2 rocket. Now here's a model of my design for a 4-stage orbital rocket ship. Compared to the unmanned instrument rocket, it is quite large. Et c'est cet homme-là qui devient un héros, qui devient l'ami personnel de Kennedy, qui devient une espèce de personnage de roman. Bon, c'est pas du tout sa compétence scientifique qui est en cause. Il n'est pas plus responsable qu'un autre. Mais au nom de cette compétence, on a complètement occulté les vraies responsabilités qu'il avait, qui étaient des responsabilités de maître d'esclaves. C'était un maître d'esclaves. Et on a comme ça, alors ça, c'est, concernant surtout Speer, on a des notes où il demande à des Gauleiters de lui fournir plus de main-d'œuvre qui s'avait promise à la mort. Notamment Sauckel. Sauckel,
jugé, pendu à Nuremberg, qui était le grand chef, on l'appelait le négrier de l'Europe. Et Sokol dit, je ne peux pas produire, je ne peux pas vous en donner plus. D'abord, ils ne sont pas en état, ils vont mourir. Et Speer dit, mais si, il faut qu'ils soient en état. C'est stupéfiant, c'est stupéfiant. Alors, je ne dis pas que Sokol n'a pas mérité d'être pendu au bout d'une corde, mais l'homme qui lui réclamait toujours plus de main-d'œuvre l'aurait mérité a fortiori. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, s'agissant de la France, c'est très simple. La France n'a cessé de demander l'extradition de criminels de guerre qui avaient exercé sur son territoire, et la Bundesrepublik et les Américains, enfin, sur ordre des Américains, a toujours refusé l'extradition. Il y a eu une loi d'amnistie en 1955 qui a commué la plupart des peines de prison, les peines de mort en peine de prison, et libéré, élargi la plupart des gens qui étaient en prison. Ça, il s'agit de la France. Le général Auberg, il a été pris en France, il a fait 20 ans de prison en France, et De Gaulle l'a gracié en 1958. Considérait qu'on était au moment de la réconciliation franco-allemande, il a considéré qu'il fallait faire. Mais enfin, il a purgé sa peine. Israël, c'est différent. Israël a voulu récupérer et a réussi à récupérer Eichmann. Mais en même temps, comme elle voulait, Israël est beaucoup plus pragmatique. Israël s'est occupé personnellement des savants qui la menaçaient, et notamment qui étaient réfugiés en Égypte. Et c'est la formidable opération Skorzeny dont je parle. Skorzeny a été identifié, a été rejoint par le Mossad, et on lui a mis le marché en main, le même qui avait exfiltré pas mal de savants, notamment en Égypte et en Syrie, a été chargé de les retrouver et de les exécuter. C'est-à-dire que Skorzeny a été doublement traître, il a été traître à ses amis, et voilà. Et il y a eu là une opération extrêmement huilée, extrêmement... voilà, il y a eu les deux côtés. Les Klarsfeld et Wiesenthal, c'est deux choses différentes. Wiesenthal, je pense qu'il a péché par une grande naïveté. Il était tellement naïf qu'il a même donné son pardon à Albert Speer. Ils ont correspondu. Il s'est même fâché avec certains de ses amis israéliens qui n'ont pas compris qu'il puisse donner son pardon à Albert Speer, sachant ce qu'on sachait. Les Klarsfeld ont été moins naïfs, et c'est à eux qu'on doit notamment d'avoir ressorti le pédigré du chancelier Giesinger, qui a été giflé en public par Beth Skarsfeld lors d'un congrès de la CDU. Ils ont également trouvé un homme important dont je parle, qui était l'un des pilleurs en chef de la France occupée, qui s'appelait Ernst Aschenbach. Aschenbach a été l'adjoint, le numéro 2 de l'ambassade de France, enfin le conseiller spécial de l'ambassade de France à Paris pendant la guerre, et a été vraiment un des grands pilleurs de la France occupée, c'est-à-dire que les concerns allemands prenaient des participations majoritaires, certains Français s'enrichissaient d'ailleurs beaucoup à ce moment-là, et lui a été retrouvé parce qu'il n'a pas disparu après la guerre, mais il s'est fait discret. Il a repris un cabinet d'avocats auprès des grands concerns de la Ruhr, dont il était l'avocat avant-guerre. Il était un des trésoriers du parti nazi, et il était chargé d'ailleurs de recueillir leurs cotisations pour aider le parti. Et il s'est fait très discret, et puis il a été pris par une envie de politique, il s'est présenté aux élections, il a été élu, et puis il est allé un peu loin, puisqu'il est devenu président de la commission des affaires étrangères du Bundestag, député au Parlement européen, et il a voulu, qui à l'époque était nommé, il n'était pas élu au suffrage universel, les membres du Parlement européen étaient nommés par les gouvernements, et donc il a été nommé par son ami le chancelier Giesinger, il a été, enfin en tout cas, pressenti pour être commissaire européen. Et là c'est allé un peu loin, et on a ressorti son curriculum vitae, et grâce effectivement au Klarsfeld, il a été empêché d'y arriver. Donc voilà, il y a toute une série de bourreaux qui sont visibles, qui sont emblématiques et qu'on traque volontiers. Et puis il y a ceux qui étaient derrière et qu'on connaît moins, parce que les archives n'étaient pas ouvertes. Par exemple, Giesinger, il avait un poste extrêmement important pendant la guerre, on l'appelait le Goebbels de l'étranger.
C'est lui qui donnait, qui mettait dans les tuyaux des radiodiffusions des pays occupés les programmes de Goebbels. Mais il n'apparaissait jamais. Il était fonctionnaire de la Wilhelmstrasse, équivalent de notre Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères allemand. Il n'apparaissait jamais. Et puis quand on retrouve au hasard des archives, des ordres qu'il a donnés, et puis quand il devient un peu trop visible, on s'y intéresse. Donc on s'intéresse aux visibles, qui sont incontestablement dignes d'intérêt, mais ceux qui étaient dans l'appareil d'État, dans la technostructure, on s'y intéresse moins, sauf quand ils sont pris d'ambition, ce qui est le cas de Kiesinger. Voilà. Moi je dirais que le chantier est énorme. Le chantier est énorme, mais encore faut-il que les archives soient disponibles. Alors vous savez que depuis quelques mois, les archives françaises ont tendance à se refermer, comme si on savait déjà tout. Et notamment tout ce qui concerne la responsabilité des milieux d'affaires. Vous savez que les milieux d'affaires ont été extrêmement peu épurés après la guerre, extrêmement peu épurés. Voilà, c'est un euphémisme. Et bizarrement, pour des raisons d'ailleurs de crédit, officiellement, il n'y a pas assez de gens pour aider les historiens, mais l'accès aux archives devient très difficile. Et je pense que c'est un chantier considérable, parce que finalement, c'est la dernière chose qui reste à écrire. Les grands crimes nazis, on les connaît, la Shoah, on la connaît. Ceux qui l'ont mis en œuvre, parce qu'elle était une pièce d'impulse encore beaucoup plus vaste, qui était la mise sous domination de l'Europe, je vais parler comme les communistes, d'un certain grand capital, anglo-saxon notamment, grand capital que vous allez d'ailleurs trouver contre le général de Gaulle, dès qu'il voudra refaire de la France une puissance indépendante. Eh bien ça reste à écrire, et il y a peu d'historiens qui en parlent. Il y a Annie Lacroix-Riz qui fait un travail absolument formidable sur cette question-là, formidable. Voilà, trop peu de gens s'y intéressent pour gloser sur des criminels qu'on connaît très bien, ou des gens qu'on veut faire passer pour des criminels, comme le pauvre, je ne dis pas le pauvre, mais enfin le comptable d'Auschwitz qu'on retrouve à 100 ans et qu'on veut mettre en prison parce qu'il était comptable à Auschwitz. Je préférerais qu'on s'occupe de monsieur... Enfin, je ne citerai pas de nom. Voilà. Mais il y a des gens qu'on pourrait citer, et qui ont eu un rôle délétère, qui sont morts, bien sûr, mais dont l'histoire reste à écrire. Qui ont vraiment aidé les États-Unis en France même, hein, j'entends, en France même, qui ont aidé les États-Unis à mettre la France sous le boisseau pendant la Quatrième République, et qui ont ensuite aidé les États-Unis à se mettre en travers de la route de De Gaulle.